Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de niveau bac au sujet aujourd'hui donc des sciences économiques et sociales. Donc ça concerne surtout les ES, mais les autres vous pouvez suivre, il n'y a absolument aucun problème. On va vous afficher la liste de tous nos réseaux sociaux, je pense à gauche ou à droite, je ne sais jamais. C'est à droite, ok. Donc pour vous, 2 pages Facebook, 2 pages Twitter, une page Insta et une page Snapchat. C'est un système de quiz, donc n'hésitez pas, on a 3 thèmes, à savoir d'abord les sources de croissance économique, après l'instabilité de la croissance et on terminera par la compatibilité avec la préservation de l'environnement. Donc on a 20 questions, donc n'hésitez pas à commenter vos bonnes et vos mauvaises réponses. En fait je me rends compte que je n'ai pas de micro, donc je ne sais pas si les gens m'entendent. Alors... Hop, je vais juste le prendre juste là. C'est pas grave. Peut-être que je peux me présenter Oui, en attendant. bien sûr. Alors bonjour à tous, je suis Théo, professeur de sciences économiques et sociales. Et aujourd'hui, on va faire un quiz sur le thème de la croissance, donc qui reprend 3 principaux chapitres de terminale. La croissance économique et ses sources, et l'instabilité de la croissance et la croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement. Exactement. Donc n'hésitez pas à commenter vos réponses au quiz et à poser toutes vos questions à Théo ici présent. Il y répondra avec grand plaisir. Donc on va pouvoir commencer avec la première question. Alors allons-y pour la première question. Pouvez-vous me dire comment calcule-t-on le produit intérieur brut d'un pays? Donc question classique qui tombe souvent en bac. Ouais. Alors, donc, on vous propose donc A, somme des valeurs ajoutées créées par les secteurs institutionnels résidents. Réponse B, somme des biens créés par les entreprises résidentes. Réponse C, somme des facteurs de productivité utilisés pour créer les biens et services. Alors, n'hésitez pas aussi, j'en profite pour vous faire un peu de pub sur DigiSchool pour vous dire qu'on a pas mal de fiches de révision de SES qui sont consultables gratuitement et téléchargeables gratuitement pour compléter un peu vos révisions donc en SES. Alors, pouvez-vous nous faire un live sur le brevet s'il vous plaît? Alors, on en a eu 2 juste avant. On a eu un en français et un en histoire-géographie. Donc, n'hésitez pas. Donc, Nari te propose la réponse de A et Shekib la réponse C. Est-ce qu'il y en a une des deux qui te convient? Alors moi, je pencherais plutôt pour la réponse A. C'est bien la somme des valeurs ajoutées créées par les secteurs institutionnels résidents. Donc il faut bien revoir la définition de la valeur ajoutée. C'est bien la valeur de la production, donc ce que l'entreprise a produit, qu'on calcule grâce au prix des biens et services multiplié par les quantités. Et cette valeur de la production, on y soustrait les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui a été utilisé, intégré, incorporé dans le produit, dans le bien ou le service fabriqué par l'entreprise. Et donc là, on a la somme des valeurs ajoutées créées par chaque entreprise. On va agréger toutes les valeurs ajoutées et ça va nous donner le produit intérieur brut d'un pays. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième question. Alors, quels sont les avantages du PIB? Petit a, c'est un indicateur quantitatif. Petit b, un indicateur qualitatif. Petit c, il permet des prévisions économiques pour les politiques économiques, pour les gouvernements, et pour les entreprises, des prévisions pour prévoir la demande de l'année prochaine par exemple. Ou petit d, il prend en compte les conséquences de la production sur l'environnement. Alors, on a une possibilité de réponse multiple ici. Donc, n'hésitez pas, il y a plusieurs solutions qui sont les bonnes. Alors, je fais le lien entre Facebook et YouTube. Alors, Facebook, vous avez été 2, Émilie et Kaïssa, à répondre à la bonne réponse sur la première question. Donc, bravo à tous les deux. Alors, eh ben, dis donc, je crois que Kaïssa de Facebook a bien révisé, elle se sent bien préparée, puisqu'elle a répondu A et C, qui me paraissent être plutôt les bonnes réponses. Effectivement, c'est les 2 réponses à retenir. C'est bien un indicateur quantitatif et non pas qualitatif. C'est un de ses principaux défauts.
le PIB est seulement quantitatif, c'est-à-dire qu'il nous donne un chiffre qui représente la richesse créée par un pays. Et il permet également des prévisions économiques dans le but de mettre en place différentes politiques économiques. Et il permet aux entreprises d'avoir un certain regard sur l'avenir et de prévoir éventuellement les variations de la demande des consommateurs. Donc ce sont bien les deux réponses à retenir. Parfait. Sébastien, tu parles de IDH bien-être. Alors IDH bien-être, ce sera plutôt l'aspect qualitatif justement. Et je crois que c'est l'objet d'une prochaine question. Ok, parfait. Alors on n'en dit pas plus pour le moment. Alors on te laisse poser la troisième question. Alors, quelles sont les limites du PIB? Petit a, il est quantitatif et non qualitatif. Petit b, il ne prend pas en compte le travail légal dissimulé et le travail illégal. Petit c, il ne prend pas en compte la production domestique et bénévole. Petit d, il prend en compte les dépenses défensives, c'est-à-dire celles qui servent à réparer un dommage. Et petit e, il est difficilement calculable. Là, encore une fois, plusieurs réponses sont possibles. Alors, donc plusieurs réponses possibles. Sébastien, tu avais proposé la réponse A, qui n'est pas une mauvaise réponse. Je donne un indice. Alors, Ryan nous dit A et D. Attends les cours révision, s'il vous plaît. On essaye d'en faire de temps en temps, et sinon, n'hésitez pas à aller directement regarder nos replays. Les cours sont les mêmes. On a beaucoup de cours, de live de cours de l'année dernière sur de nombreux sujets. Donc n'hésitez pas à vous les regarder en replay directement depuis notre chaîne. Alors, Easy Diags sur YouTube qui nous dit ABC. Il y a de l'idée, mais c'est pas tout à fait bon, tout comme Martin Clover qui nous dit BCD. Alors je pense qu'on va pouvoir donner la réponse. Il y avait un piège. Effectivement, c'était les 4 premières réponses qui sont les limites du PIB. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est simplement un indicateur quantitatif, donc il nous donne seulement un chiffre. Pas d'indication sur le bien-être de la population. On peut lui reprocher aussi de ne pas prendre en compte le travail légal dissimulé et le travail illégal. Alors, travail légal dissimulé, c'est ce qu'on appelle généralement le travail au noir. C'est lorsque vous faites un travail qui n'est pas déclaré. Et le travail illégal, comme par exemple le trafic de drogue ou la prostitution, qui aujourd'hui tend à être pris en compte par les pays. Par exemple, l'Italie prend en compte maintenant la prostitution dans le calcul de son PIB. Ok. Il ne prend pas en compte la production domestique et bénévole, c'est-à-dire que tout le travail que vous faites chez vous ou que vous faites bénévolement et qui n'est pas rémunéré, eh bien il n'est pas pris en compte par le PIB, bien que ce soit une production. Lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous faites le ménage, lorsque vous donnez de votre temps à une association, eh bien c'est une production. Mais le PIB ne le prend pas en compte. Enfin D, il prend en compte, par contre, les dépenses défensives. Alors, les dépenses défensives, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu en cours, c'est les dépenses qui servent à réparer un dommage. Comme par exemple, imaginons qu'il y ait une marée noire, un pétrolier qui coule, bon, ça inonde une plage, et il faut nettoyer cette plage. On va donc faire appel à une entreprise qui va venir dépolluer, et on va la payer. Donc, ça va créer une production, un service de dépollution. Et ça va faire augmenter le PIB. C'est-à-dire que le PIB va prendre en compte positivement des chocs négatifs, comme par exemple la pollution, comme par exemple un accident. S'il y a un accident de la route, on va devoir faire appel à un garagiste, et donc on va devoir produire un service de réparation qui va faire augmenter le PIB. Donc il prend en compte des aspects négatifs. Ok, parfait. Allez, on peut passer à la 4e question. N'hésitez pas si vous avez vous aussi des questions donc, sur la SES. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on essayera d'y répondre, enfin surtout Théo, moi moins. Alors, question 4, on t'écoute. Alors, quel indicateur permet de mesurer le niveau de bien-être d'une population? Est-ce que c'est A, le PIB par habitant, B, l'indicateur de développement humain, C, l'inflation? Alors, oui, excusez-moi, j'ai fourché sur le prénom Marvin, il s'agit bien de Marvin. Le PIB mesure mal les conséquences négatives, genre Irma, car certes reconstruction, mais bien-être dégradé. Ah, le bien-être était dégradé. Oui, oui, en effet, oui. C'est vrai. Alors, on nous propose sur Facebook, à l'unanimité, la réponse B.
Voilà. Tout comme YouTube. Pareil, vous êtes nombreux, vous êtes à l'unanimité à nous dire l'IDH. Alors on en a parlé déjà à la réponse précédente, effectivement, l'indicateur de développement humain. Il faut connaître les 3 critères qui composent l'indicateur de développement humain. Le premier critère, plutôt à tendance économique, c'est le PIB par habitant. Deuxième critère, plutôt social, c'est le niveau d'éducation, c'est-à-dire le taux de scolarisation des enfants, combien d'enfants sont scolarisés dans le pays, et le taux d'alphabétisation des adultes, c'est-à-dire sur 100 adultes, combien savent lire et écrire. Et enfin, le dernier critère, le niveau de santé, et là on va regarder l'espérance de vie à la naissance. Voilà, c'est les 3 critères qu'il faut retenir à développer si vous avez une question au bac sur le développement humain, l'indicateur de développement humain. Allez, on passe à la question suivante. Alors, question suivante, comment peut-on faire augmenter la production d'une entreprise? Plusieurs possibilités. A, en augmentant le nombre de facteurs de production. B, en augmentant la rémunération des facteurs de production. C, en augmentant la productivité des facteurs de production. Et D, en augmentant les consommations intermédiaires. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Inès nous dit sur Facebook que l'IDH a été créé par le PNUD en 1990. Une réponse. Exact. Ouais, Bien sûr. bravo. Par Amartya Sen. Alors, est-ce que toi, tu aurais des conseils à leur donner pour la semaine de révision avant le bac? Alors, la semaine de révision avant le bac, je dirais qu'il faut avoir que des révisions à faire, c'est-à-dire du bachotage. Vous devez avoir déjà revu l'ensemble du programme et vous devez vous concentrer sur les points qui vous poseraient problème, comme par exemple certaines définitions ou certains mécanismes. Et si vous avez des problèmes pour définir certaines notions ou pour comprendre certains mécanismes, je crois que la meilleure solution, c'est de travailler en groupe. Donc avec d'autres élèves, éventuellement, entraînez-vous à vous expliquer les notions, à vous expliquer les mécanismes. Et c'est là que vous verrez si vraiment vous êtes apte à pouvoir passer le bac et donc pouvoir expliquer vos idées grâce aux notions du cours. Ok, ça c'est une notion que vous avez plutôt bien saisie parce qu'il y a quasiment que des bonnes réponses qu'on va afficher. Donc c'était la A et la C. Effectivement, 2 possibilités. Soit on augmente la quantité de facteurs, travail et capital, soit on augmente leur productivité. Alors la productivité, c'est bien la quantité de richesse que peut créer un facteur. Comment est-ce qu'on peut augmenter la productivité d'un facteur? Bon, par exemple, pour le facteur travail, on peut, si le facteur travail, si l'individu travaille déjà dans l'entreprise, on peut lui proposer une formation, de manière à améliorer sa productivité pour qu'il produise mieux, plus vite et de meilleure qualité. Ok, question suivante, donc c'est la question numéro 6. Définissez la notion de gain de productivité. Petit a, c'est lorsqu'on peut produire davantage avec autant, voire moins de facteurs de production. Petit b, c'est lorsqu'on peut produire un nouveau produit. Ou c, lorsqu'on arrive à attirer de nouvelles parts de marché, c'est-à-dire des clients. Alors, j'avais une question. Pourquoi le PIB est un indicateur quantitatif mais ne mesure pas les stocks? Les stocks, c'est-à-dire? Alors, question de Jai, donc si tu peux Ouais, reformuler ta préciser. question. Ouais. Alors, sinon, comment savoir si l'on connaît bien les notions au programme? Il n'y a qu'une seule solution, il faut s'entraîner à les expliquer oralement Ouais, à tout fait. quelqu'un. Si vous arrivez à expliquer à votre grand-mère la notion que vous voulez apprendre, c'est gagné. Si elle comprend, c'est gagné. Alors, sur Facebook, à l'unanimité, c'est la réponse A qui revient. Et sur YouTube, c'est exactement pareil. Effectivement, c'est lorsqu'on peut produire davantage avec autant, voire moins, de facteurs de production. Et c'est synonyme pour l'entreprise de profit supplémentaire, puisqu'on peut produire plus en faisant des économies sur les facteurs de production, qui, je le rappelle, sont le travail et le capital. Parfait, tiens, on est passé directement à la question suivante. Alors, en quoi permettent-ils, ces gains de productivité par rapport à la question précédente, en quoi permettent-ils de faire augmenter la croissance économique? Grâce aux nouveaux profits qui sont générés, grâce à la baisse des prix des produits ou grâce à l'augmentation du salaire des salariés? Plusieurs réponses sont possibles. Ah, plusieurs réponses possibles.
Alors, on attend vos propositions. Pouvez-vous parler du thème sur les conflits, s'il vous plaît? Maintenant? Non, je pense pas. Ouais. C'est plutôt un thème sociologique. Donc là, on se concentre sur la croissance économique. Peut-être Ok. que ce sera l'objet d'un nouveau live. Ouais, je Plus tard, pense hein. plus. Ouais. Alors, beaucoup nous disent, c'est pareil, c'est une notion que vous avez plutôt bien saisie. Alors, il y a des compléments de réponse, mais certains, dont Sol17 et SWBK sur YouTube, ont donné la bonne réponse, tout comme Shaina sur Facebook, à savoir A, B et C. Oui, très bien. A, B et C, c'est les 3 réponses qu'il fallait donner. Et ce schéma, je vous conseille de le prendre en note. C'est un très bon schéma qui résume les avantages des gains de productivité et qui vous montre bien comment est-ce que les gains de productivité peuvent créer de la croissance. Alors, est-ce qu'on a le temps de le détailler peut-être Ouais, bien maintenant? sûr, Oui. ouais, on peut prendre quelques instants, ouais, bien sûr. Alors, si on se concentre sur la baisse des prix, par exemple, on peut produire plus avec moins de facteurs de production. Donc, on peut se permettre de baisser le prix du produit pour faire en sorte d'attirer de nouveaux clients. C'est ce qu'on appelle augmenter la compétitivité. On attire de nouvelles parts de marché, de nouveaux clients. Notamment des clients étrangers qui vont être attirés par cette baisse de prix. Et donc, ça va faire augmenter la demande. Et si la demande augmente, la production augmente, ce qui va faire augmenter la croissance. Concernant les salaires, on pourrait se dire quel intérêt à l'entreprise d'augmenter les salaires des salariés? Eh bien, si les salaires augmentent, une autre partie de la demande globale, ici plutôt la consommation qui émane des salariés, des individus, la consommation va faire augmenter la production qui elle-même va faire augmenter la croissance. Donc ça peut être une autre solution pour faire augmenter la croissance. Enfin, augmenter les profits. Effectivement, si on réalise des gains de productivité, les profits de l'entreprise augmentent. L'entreprise peut se servir de ses profits pour investir de nouveau dans de nouvelles machines ou dans l'embauche de nouveaux salariés. Et même conséquence, si on embauche de nouveaux salariés, il y aura plus de demande et donc plus de croissance. De toute façon, vous pouvez revoir, mettre stop si vous n'avez pas le temps de tout noter. Sachez que ce live est directement disponible en replay tout de suite après, dès la fin de ce live. Donc vous pouvez revenir à cette partie-là et vous le recopier tout simplement sur votre fiche. Allez, on passe à la question numéro 8. La productivité globale des facteurs désigne une augmentation de la production grâce à davantage de facteurs de production, une augmentation de la production grâce à davantage de facteurs capital, une augmentation de la production qui n'est ni due à l'augmentation du facteur travail, ni due à l'augmentation du facteur capital. Alors, je voulais mettre les 3, mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas mettre toutes les réponses. Je vais tirer un QCM. Inès sur Facebook, ouais, on aime bien vous mettre des petits pièges avec nous, tout est possible. Donc, c'est pas comme en cours où ouais, on aime bien des moments où on essaye de vous mettre 2-3 petits pièges. Bon, là, il n'y a qu'une seule réponse possible. Là, il n'y en a qu'une seule. Ok. Alors, sur YouTube, que des réponses C. Et sur Facebook, que des réponses C. Parfait. C'est bien la réponse C. Tout le monde a raison. Parfait. La PGF, c'est l'augmentation de la production qui n'est attribuable ni à l'augmentation du facteur travail, ni à l'augmentation du facteur capital. Donc, ce n'est pas une question de volume de facteurs, c'est une question de productivité. C'est-à-dire qu'on augmente la capacité à créer des richesses, du travail et du capital. Ok, parfait. N'hésitez pas, je ne sais pas si j'ai raté une ou deux questions, donc n'hésitez pas si je les ai ratées, simplement à les reposer, et je pourrai de nouveau les lire, elles réapparaîtront dans le fil du chat. Question numéro 9. Alors, par quel moyen peut être obtenue une croissance endogène? A. Un investissement dans le capital physique, technologie, entre parenthèses, humain et public. B. Un investissement dans le capital naturel et institutionnel. Et C. Un investissement de productivité, de capacité et de remplacement. Donc la croissance endogène, notion extrêmement importante de ce chapitre. Alors, est-ce que tu as des pronostics pour le bac, comme tu es professeur? Non, je ne m'aventurerai pas à faire des pronostics. Ouais. Je ne préfère pas. Mon seul conseil, c'est de ne pas faire l'impasse sur aucun chapitre. Ah oui, d'accord.
Oui, donc oui, c'est même pas un pronostic, oui. Voilà. Alors là, on nous propose donc soit la réponse C, soit la réponse A, mais quand même beaucoup plus de réponses C. Et Sébastien sur Facebook nous répond avec grande certitude que c'est la A. Alors, on va vous laisser un petit peu de temps de réponse. S'il vous plaît, à la fin ou maintenant, si vous pouvez expliquer ce que c'est que la croissance endogène. J'ai vraiment du mal. Peut-être maintenant, Allez, après la réponse ouais, à la question. ou même maintenant, ouais, même maintenant, comme ça laisse aux autres le temps de répondre. Alors en quelques mots, la croissance endogène, c'est bien la croissance qui est issue d'une décision d'un facteur de production. C'est-à-dire que si l'entreprise, par exemple, décide d'investir dans du capital physique, donc dans l'achat de machines, par exemple, eh bien, elle va générer, elle va générer du progrès technique, puisqu'elle va permettre à la production d'augmenter. Et on sait que si la production augmente, la croissance augmente. Donc là, on a pris l'exemple du capital physique, mais on pourrait prendre l'exemple du capital humain, qui, je rappelle, est le stock de connaissances et de compétences d'un individu. Et si on augmente ce stock, eh bien, l'individu pourra produire plus, pourra produire mieux, et donc augmenter la production et augmenter la croissance. Donc à chaque fois, la croissance, elle est bien issue d'une décision personnelle, soit de l'entreprise, soit de l'État, ou soit, surtout de l'entreprise et de l'État. Parfait, on va pouvoir passer à la réponse du coup. Allons-y. Donc c'était bien la réponse A. Ouais. Investissement dans le capital Sébastien. physique, humain et public. Effectivement. Ces trois investissements vont générer du progrès technique, c'est-à-dire une plus grande productivité. Et cette productivité va générer donc plus de production, forcément. Et si la production augmente, la croissance augmente. C'est bien une croissance qui provient de décisions issues des facteurs de production. Allez, on passe à la dernière question de ce thème, donc sur les sources de croissance économique. En quoi l'environnement institutionnel et les droits de propriété sont-ils nécessaires au bon fonctionnement du marché? A. Ils permettent d'équilibrer l'offre et la demande. B. Ils sont créateurs de marchés en incitant les individus à produire. C. Ils permettent d'augmenter la productivité des facteurs de production. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. On nous demande à quelle heure ce live se termine. Donc, normalement avant 18h. Comment pouvons-nous être au courant des prochains lives? Et bien, tout simplement en vous rendant sur le site de DigiSchool. Vous avez un petit onglet sur les lives à venir. Et là, vous avez donc un article rédigé par notre pôle rédaction. Où vous aurez toute la liste des prochains lives. Donc, même si vous voulez modeler un petit peu vos révisions avec nos lives, vous pouvez même prévoir à l'avance. Alors, on nous propose donc réponse B ou réponse B et C. Alors, c'était bien la réponse B. Ils sont créateurs de marché en incitant les individus à produire. Alors, comment, vous allez me dire? Eh bien, s'il n'existe pas de droit de propriété, comme par exemple les brevets, eh bien les individus ne seront pas incités à produire puisqu'ils vont se dire quel intérêt j'ai à produire quelque chose si on peut me le voler, si on peut me le prendre. Il faut donc des droits de propriété qui stipulent que ce que vous produisez vous appartient. Et à quoi servent les institutions? Eh bien les institutions sont là pour préserver, pour défendre vos droits de propriété. Si vous pensez que vous avez été volé, si vous pensez que votre propriété intellectuelle a été volée par quelqu'un, vous pouvez aller la défendre auprès d'institutions comme la justice, voilà, par exemple. Parfait, et bien on va pouvoir même changer de thème à présent et passer donc au thème 2, comment expliquer l'instabilité de la croissance. Donc on a 7 questions sur ce thème, dont la 11e, on t'écoute. Alors allons-y pour la 11e question. Distinguez et définissez les 5 phases de la croissance économique. Alors question classique, celle-ci tout le monde doit la connaître. Donc là on ne vous met même pas de proposition, donc n'hésitez pas à nous faire les vôtres. Effectivement, il faut taper les réponses. Alors, comment corrigent les profs au bac?
Est-ce que tu as déjà eu des corrections, toi? Bien sûr, ils Ouais. ont une grille d'évaluation Ouais. bien spécifique. Et en fonction des réponses qu'ils ont apportées, on leur dit, voilà, telle réponse vaut 0,5 points. S'il y a tel mot qui est affiché, on rajoute 0,5 points. Donc il y a une grille bien spécifique. Donc n'hésitez pas à utiliser le bon vocabulaire, celui qui est vu en cours, puisque même si la réponse, je dirais, n'est pas entièrement juste, vous aurez des points si les bons mots, si les bonnes notions sont citées, et si elles sont bien expliquées, alors là forcément vous aurez un maximum de points. Mais il y a bien une grille spécifique. Oui, il y en a certains d'entre vous sur YouTube qui parlent de Parcoursup. N'hésitez pas à nous dire comment vous, ça s'est passé au niveau des premiers résultats que vous avez eus hier, si vous avez eu des réponses positives qui vous satisfont, dont vous êtes content, ou si ça ne va pas du tout. Je crois qu'on a une très très bonne réponse de Nesliane qui nous dit reprise, dépression, récession, expansion, tendance. Alors il y en a peut-être un en trop. Alors, disons qu'il y en a 4 de bonnes. Elles ne sont Ouais. pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, si on prend une courbe de croissance, on imagine la courbe de croissance qui commence par monter, puis se retourner vers le bas. On peut dire que la période où la courbe commence à augmenter, c'est la période d'expansion. Ensuite, on arrive à un point de retournement en haut de la courbe. Là, c'est le moment de la crise. Puis, quand la courbe commence à diminuer un petit peu, on est dans la récession. Et lorsque la récession dure plus de 6 mois, là, on entre dans une phase de dépression. Et enfin, quand la croissance reprend, on est dans la phase de reprise. Donc voilà, c'est le vocabulaire à retenir quand vous parlez de la croissance. Ok. Ne dites pas la croissance augmente, la croissance baisse. Parlez plutôt d'expansion, de récession. Voilà. Ça vous Ok. fera des points en plus. Et de reprise et de crise. Allez, question numéro 12. Alors, que permet la comparaison de la croissance effective à la croissance potentielle? Petit a, prévenir les tensions inflationnistes et ou le chômage. Petit b, déterminer les coûts de consommation intermédiaires. C, déterminer s'il faut mettre en place une politique conjoncturelle ou structurelle. Alors Inès nous dit 6 mois récession. Oui. Oui. C'est ce que j'ai dit, non? Sûrement. Ou peut-être que j'ai dit 3 mois. Mais effectivement, Non, c'est 6 mois. Oui, 2 je sais. trimestres. Bon, Ouais. 6 mois. Alors Chet il nous dit qu'elle a été satisfaite par sa réponse de Parcoursup. Eh ben, très bien. Alors on nous propose donc soit la réponse C, soit la réponse A. Alors possibilité, je vous aide, possibilité de réponse multiple. Oui, tout à fait easy sur YouTube. Alors on vous laisse un petit peu de temps pour réponse. Alors bien sûr, ça sous-entend de connaître la définition de la croissance potentielle. Ouais. Alors, eh ben c'est Easy qui a bien répondu sur YouTube. On va afficher les bonnes réponses. Effectivement, réponse A, réponse C. Donc la croissance potentielle, je vous le rappelle, c'est la croissance maximale qui utilise tous les facteurs de production. Donc c'est la croissance, voilà, on ne peut pas aller au-dessus. On va comparer à cette croissance la croissance effective, celle qui se réalise dans la réalité. Et si la croissance effective est en dessous de la croissance potentielle, on peut penser, enfin généralement, il y a un risque de chômage. Et si la croissance effective arrive à la croissance potentielle, voire la dépasse, là on risque des tensions inflationnistes, c'est-à-dire une augmentation du niveau général des prix. Enfin, effectivement, cette comparaison peut servir à mettre en place des politiques conjoncturelles, c'est-à-dire de court terme. Voilà, est-ce qu'il faut mettre une politique, je ne sais pas, par exemple, de réduction des impôts ou d'augmentation des allocations pour augmenter la demande ou la diminuer. Donc une politique de court terme, de 3 à 6 mois, voire 1 an, ou une politique de plus long terme, où là, il faudrait changer la structure de la société, par exemple flexibiliser le travail ou faire en sorte que les employeurs puissent licencier davantage. Voilà, une politique de long terme qui fera en sorte que le chômage diminue ou l'inflation diminue. Allez, on passe à la question numéro 13. Comment un choc d'offres peut-il déstabiliser la croissance? Petit a, soit par une variation de la demande globale,
qui fait varier la production, donc la croissance, soit par une variation des coûts de production des entreprises qui fait varier la production, donc la croissance, soit par une variation de l'offre des entreprises qui fait varier la production, donc la croissance. Mon prof nous dit qu'il faut privilégier les définitions. Est-ce une bonne idée? C'est une très bonne idée. Il faut commencer par les définitions. Je dirais que c'est comme quand vous apprenez une nouvelle langue. Si vous commencez pas par apprendre le vocabulaire et les définitions, vous aurez du mal à exprimer vos idées et donc vos explications, votre argumentation, elle sera floue. Et donc vous aurez moins de points. Donc les définitions, c'est vraiment la base, c'est ce par quoi il faut commencer. Alors, cette fois-ci, il n'y en a qu'une seule qui est possible. Oui. Là, j'en vois plusieurs qui en commandent donc deux, à savoir la B et la C. Alors, il y en a une des deux, c'est la bonne, mais par contre... Justement, il y en a l'une des deux où il ne faut pas tomber dans le piège. Alors, Hugo, B et C aussi. B et C. On a de la réponse C. Comment s'assure-t-on une bonne note? Non, comment s'assure... Ouais, une bonne note. Par un travail régulier, Oui. par l'apprentissage des définitions, et surtout en faisant des fiches. Bravo à Jamel Marcel, donc c'était... on va afficher la réponse. Allons-y, c'était bien la réponse B. Et surtout pas la réponse C. Les élèves tombent souvent dans ce piège. C'est donc une variation des coûts de production des entreprises. Alors, les coûts de production des entreprises, on peut les citer. On a les salaires, c'est tout ce qu'on paye pour produire. Donc on a les salaires, on a les impôts et on a les consommations intermédiaires, donc tout ce qui est utilisé pour produire le bien. Donc un choc d'offre, ce n'est surtout pas une variation de l'offre, mais c'est bien une variation des coûts de production. Mettez-le en rouge, surlignez-le, soulignez-le. C'est surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ok, on passe à la question numéro 14. Comment un choc de demande peut-il déstabiliser la croissance? Par une variation de la demande globale qui fait varier la production, donc la croissance. Par une variation de la demande anticipée par les entreprises qui fait varier la production, donc la croissance. Ou par une variation de la demande extérieure qui fait varier la production, donc la croissance. Une seule réponse possible. Alors, Mr. N nous te demande, il n'y a pas aussi le profit? Alors, ça devait être sur la question d'avant. Le profit dans les coûts de production? Ouais, j'imagine. Alors non, le profit, c'est ce qui est réalisé grâce à la production. Donc c'est ce que gagne l'entreprise. Ouais. Alors que les coûts de production, c'est bien ce qu'elle doit payer pour pouvoir produire le bien. Alors, on nous propose... Ah, là, cette question vous inspire un peu plus. C'est plus nombreux à nous répondre. À savoir, pas mal de réponses A ou AB. Easy te demande, la réponse B, est-ce que c'est la déflation? Le principe de la déflation. Alors non, pas du tout. Non. Alors, quand on parle de demande anticipée, c'est la demande anticipée par les entrepreneurs. C'est-à-dire, ils vont se demander, est-ce que l'année prochaine, la demande va augmenter ou diminuer? Et en fonction, ils vont faire varier leur production. Ok. La déflation, c'est bien les prix, hein, c'est la diminution du niveau général des prix. Alors, je vois sur Facebook, personne n'a encore bien répondu. Et sur Facebook, donc sur YouTube, ce sera Easy, Neslian, Yousra et Sol17, tout comme Hugo B qui ont bien répondu. Oui, effectivement, réponse A, par une variation de la demande globale. Donc on rappelle ce qu'est la demande globale. 4 éléments à retenir dans la demande globale. On a la consommation, qui émane des ménages. On a l'investissement, qui émane plutôt des entreprises. On a la demande qui provient de l'État, donc la dépense publique. Et enfin, on a la demande extérieure, c'est-à-dire les pays étrangers qui vont nous acheter des biens et des services. Ces 4 composants forment la demande globale. Et lorsque l'un des 4 ou les 4 varie, eh bien, la production va varier, puisque en fonction de la demande, on va faire varier le niveau de la production. Et
on le répète, le niveau de la production, c'est ce qui va déterminer, in fine, la croissance économique. Allez, on passe à la question suivante, ça va être la question numéro 15. Alors, comment le cycle du crédit peut-il perturber la croissance économique? En raison des décisions prises par les banques suivant la confiance qu'ils accordent aux agents auxquels ils prêtent. B, en raison de la variation de la demande de crédit provenant des agents économiques. Ou C, en raison de la capacité d'investissement des entreprises qui varie en fonction des coûts de production. Alors, Chet, tu nous dis merci, vous êtes les meilleurs. Ben, merci beaucoup à toi, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, Émilie et Lalia, et non, Julie, j'imagine, sur Facebook ont bien répondu. Donc, bravo à toutes les deux. Alors, Nesliane, tu nous dis réponse A, on a du A et B, mais la A revient beaucoup. Et oui, c'est bien la A. C'est bien une décision prise par les banques en fonction de la confiance qu'ils accordent aux agents auxquels ils prêtent. C'est-à-dire s'ils pensent que l'agent qu'ils ont en face d'eux, le ménage ou l'entreprise qu'ils ont en face d'eux, est solvable, c'est-à-dire qu'il est prêt à pouvoir rembourser son crédit, eh bien ils vont leur prêter, ils vont accorder ce crédit. Donc ça dépend de leur optimisme ou de leur pessimisme. Je crois qu'on a d'ailleurs un schéma qui résume très bien cela. Donc, on part d'une période où on est en phase d'expansion, c'est-à-dire que la croissance économique est en augmentation. Donc, les entreprises et les agents économiques de manière générale vont demander des crédits pour consommer davantage et investir davantage. Ce qui va rendre les banques plutôt optimistes, on est en période d'expansion, les entreprises vont bien, les ménages ont de l'argent, ils sont plutôt solvables, ils se disent qu'ils vont rembourser leurs crédits. Donc on accorde des crédits, les agents s'endettent, puis petit à petit on accorde des crédits à des agents de moins en moins solvables, c'est-à-dire qui ont de moins en moins la capacité de rembourser ce crédit, jusqu'au moment, le premier rond rouge tout en haut, où on a le premier défaut de crédit, c'est-à-dire la première personne ou la première entreprise qui ne peut pas rembourser son crédit. Et à partir de ce moment-là, le cycle se retourne et les banques deviennent plutôt pessimistes. Et c'est-à-dire qu'elles arrêtent d'accorder des crédits, puisqu'elles ont peur, elles se disent ça y est, le cycle se retourne, on arrête de donner des crédits, d'accorder des crédits. Et donc ça va créer une phase plutôt de récession, puisque la demande globale va diminuer. Les agents économiques, les ménages vont moins consommer, parce qu'il y a moins de crédits. Les entreprises vont moins investir, puisqu'on leur accorde moins de crédit. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le cycle du crédit, qui dépend finalement de la décision de la banque d'accorder un crédit ou non. Alors, on te demande le rappel, si tu peux faire un rappel rapide du Credit Crunch. Credit Crunch, alors rapidement, c'est lorsque les banques ont peur de se prêter entre elles. C'est ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes. Comme les banques faisaient faillite, même entre elles, les banques ne se prêtaient plus. C'est ce qu'on appelle le Credit Crunch. Ok. Alors, on avait affiché la question, on va vous la rafficher. Alors, qu'appelle-t-on la déflation par la dette? Petit a, un phénomène de baisse des prix lié à l'endettement via le crédit bancaire. Petit b, un phénomène de baisse des prix résultant d'une chute de la demande globale. Ou c, un phénomène qui se produit lors de l'éclatement d'une bulle. Alors une bulle, je rappelle, c'est lorsque le prix d'un actif augmente fortement, il dépasse largement le prix de départ. Donc l'éclatement d'une bulle, c'est-à-dire les agents surendettés, en cherchant à revendre leurs actifs, contribuent à faire diminuer les prix, et donc se retrouvent encore plus endettés qu'au départ. Alors on te demande, c'est quoi une chaîne de titrisation? Alors une chaîne de titrisation, bon c'est pas au programme de terminal, mais pourquoi pas, c'est lorsqu'on transforme un crédit en titre, c'est-à-dire en titre qui peut être revendu. C'est ce qui s'est passé encore une fois pendant la crise des subprimes. On a accordé des crédits, puis ensuite on les a titrisés, c'est-à-dire transformés en titres qu'on peut revendre. Donc les entreprises qui accordent ce crédit, comme ce crédit est titrisé et qu'il est revendu, disons que si elles l'ont accordé à un ménage peu solvable qui ne va pas rembourser, ce n'est pas grave puisque ce crédit n'est plus à leur bilan. Donc il appartient à quelqu'un d'autre. Donc si l'agent ne rembourse pas, c'est l'agent auquel elle l'a vendu qui va se retrouver dans la panade.
Donc c'est ça la titrisation, c'est la transformation d'un crédit en titre revendable. Voilà. Parfait. Alors, au niveau des réponses, alors un peu mitigé. Beaucoup hésitent entre la réponse A et la réponse C. Alors c'est pas une notion facile, hein, déflation par la dette. Mais il faut en connaître le mécanisme. Ouais, alors pas je si pense qu'on va afficher la réponse. Alors c'était bien la réponse C, hein. C'est un phénomène qui se produit lors de l'éclatement d'une bulle, c'est-à-dire lorsque le prix d'un produit retourne brusquement à son prix naturel. Donc l'individu qui avait acheté ce produit se retrouve endetté, puisqu'il l'a acheté plus cher que le prix auquel il est aujourd'hui. Donc il va chercher à se désendetter. Et comment il va faire pour ça? Eh bien, il va revendre ses actifs, ou le bien qu'il a acheté. Et on sait que si tout le monde revend ses actifs, si l'offre de ces actifs augmente, eh bien, lorsque l'offre se retrouve supérieure à la demande, qu'est-ce qui se passe? On a une diminution des prix. D'où la déflation. C'est-à-dire qu'en cherchant à se désendetter, en revendant ses actions ou ses actifs, les individus ou les entreprises vont faire baisser les prix et donc augmenter leurs dettes. Donc paradoxalement, en cherchant à se désendetter, eh bien leur dette augmente à cause de la baisse des prix. C'est ce qu'on appelle la déflation par la dette. Les prix diminuent à cause du désendettement massif général des individus. Donc bravo à Shaina et Jamel, ainsi que vous êtes quand même quelques-uns à avoir trouvé la réponse C. Allez, dernière question de ce thème numéro 2, la question 17. En période de crise, comment la déflation peut-elle créer les conditions de la reprise économique? Alors, petit a, la déflation augmente le pouvoir d'achat des agents, donc la demande a tendance à augmenter, ce qui augmente la production et donc la croissance. Petit b, la diminution de l'offre qui est liée à celle des prix fait chuter l'investissement des entreprises, donc les taux d'intérêt vont diminuer et parallèlement le chômage qui résulte de la crise va faire diminuer les salaires. Conséquence de tout ça, les coûts de production diminuent, donc les entreprises peuvent produire davantage et la croissance reprend. Ou la déflation ne permet pas de créer les conditions de la reprise, car la baisse des prix incite les ménages à retarder leur choix de consommation. Donc la production ne reprend pas et la croissance non plus. Alors là, il faut se rappeler du mécanisme qui permet de faire repartir la croissance économique. Alors, à l'unanimité, vous donnez la réponse A pour le moment. Alors, Yousra, elle, propose la réponse C. Tout comme Chloé sur Facebook. Crédit collapse, arrêt de prêt. Nous dit non. Ça doit être un ancien commentaire qui a dû remonter. Alors, Nestlé qui nous dit vive la terminale ES, oui. Alors, aucun d'entre vous n'a donné la bonne réponse. Alors, on va l'afficher. Et oui, c'était la réponse B. Alors, je dirais quand même que la réponse A n'est pas entièrement fausse. Puisque, effectivement, lorsque les prix diminuent, le pouvoir d'achat des individus a tendance à reprendre. Mais je dirais que c'est temporaire. Puisque, à terme, si les prix diminuent, eh bien, que vont se dire les agents? Ils vont se dire, eh bien, ça ne sert à rien que j'achète aujourd'hui, puisque les prix seront plus bas demain. Donc, ils vont reporter leur achat de jour en jour, de mois en mois. Et, conséquence de tout ça, finalement, ils n'achèteront pas. Donc baisse de la production et la croissance ne reprend pas. C'est plutôt la réponse B. C'est une diminution de l'offre qui est liée à celle des prix, qui fait chuter l'investissement des entreprises et donc les taux d'intérêt diminuent. Donc c'est-à-dire que les coûts de production des entreprises vont diminuer grâce à la déflation et donc la production pourra reprendre et si la production reprend, la croissance reprend. Donc la déflation, elle fait bien baisser les coûts de production et permet de faire reprendre la croissance.
Ok, parfait. On va pouvoir changer de thème, à savoir passer au thème numéro 3. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? Donc 3 questions, les 3 dernières, la 18, la 19 et la 20. Et on commence par la 18. Alors, quelles sont les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance? A. La destruction du capital naturel afin de produire des biens et des services. B. La création d'externalités négatives issues de la croissance. Ou C. La situation de dépassement écologique liée au mode de vie des pays développés. Alors, c'est quoi la différence entre politique monétaire, budgétaire, structurelle et conjoncturelle? Oula, gros programme. Ouais. Alors, politique monétaire. C'est bien la politique qui vise à faire modifier les taux d'intérêt dans le but de modifier la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent qui est en circulation, de façon à inciter les banques à accorder plus de crédit. Et si on accorde plus de crédit, comme on l'a vu tout à l'heure, la demande va augmenter par le biais de la consommation et de l'investissement. Et donc, on espère qu'à terme, si la demande augmente, la production augmente et la croissance reprenne. Donc on peut lancer des politiques monétaires expansives, où on fait augmenter la masse monétaire, ou des politiques monétaires restrictives, où là on fait diminuer la masse monétaire. Alors budgétaire, par contre, là c'est quand on joue sur les dépenses et les recettes de l'État, c'est-à-dire que le gouvernement, disons qu'il veut augmenter ses recettes, alors il va peut-être augmenter les impôts, de façon à avoir plus de recettes. Ou alors il va vouloir plutôt augmenter ses dépenses. Donc il va peut-être augmenter les allocations. Toujours l'objectif de ces politiques budgétaires, ça peut être soit la relance de la demande, dans le cas d'une augmentation des allocations par exemple, soit un ralentissement de la demande. Peut-être qu'on est en situation où la croissance effective est supérieure à la croissance potentielle. Et donc dans ce cas, on va essayer de freiner la demande, par exemple en augmentant les impôts. Politique budgétaire. Alors, on vous avait mis un petit piège ici, parce qu'on va afficher les réponses. Et elles étaient toutes valables. Et oui, c'était les 3 réponses. Les 3 réponses étaient justes. Les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance, c'est bien la destruction du capital naturel. On rappelle ce qu'est le capital naturel, c'est bien l'ensemble des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Alors renouvelables, bon, on a par exemple les arbres, voilà, la terre, c'est renouvelable. Les poissons, c'est une ressource renouvelable. Et non renouvelable, comme le pétrole, par exemple, qui est en stock bien fini. La création d'externalités négatives. Externalités négatives, programme de première, on se rappelle, c'est bien lorsque l'action d'un agent a une répercussion négative, du coup, sur un autre agent. Par exemple, je suis entrepreneur, je produis des chaises, j'émets des gaz à effet de serre à cause de ma production. Ça va créer une externalité négative sur la société, en l'occurrence sur la planète, par le biais du réchauffement climatique, par exemple. Et là, c'est Et là, c'est situation de dépassement écologique lié au mode de vie des pays. Alors là, le dépassement écologique, c'est bien lorsque le mode de vie d'un pays ou d'un ensemble de pays, disons, dépasse la biocapacité, c'est-à-dire la capacité de la Terre à se régénérer. Voilà. Illustration grâce à ce schéma. On voit par exemple que, si on prend l'exemple du Luxembourg, si la planète entière avait le mode de vie du Luxembourg, il nous faudrait 9 planètes pour pouvoir répondre à nos besoins. Et on voit bien que le Luxembourg est en déficit écologique. Certains sont en excédent, comme l'Australie, voilà, l'Argentine, ce qui permet de compenser. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il nous faudrait presque 2 planètes pour répondre à nos besoins. Même nous, Français. Et même nous, Français, on est bien en situation de dépassement. Ouais. 3 planètes avec 2 de déficit. Ouais. Parfait, bravo. Si tout le monde avait le mode de vie d'un Français, il nous faudrait 3 planètes. Ouais, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, effectivement. Allez, question numéro 19. Comment peut-on définir un développement qui serait durable, justement, en réponse à la question précédente? Ce serait un développement dont la capacité d'une société à créer des biens et des services dans le but de satisfaire les agents économiques. Ce serait la capacité des individus à se procurer les biens et services qui leur permettront de satisfaire leurs besoins.
ou est-ce que ce serait la capacité des générations actuelles à satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs? Autrement dit, hein, c'est de trouver la définition du développement durable. Alors, on nous dit quasiment à l'unanimité, la réponse c'est... Ah oui, là ça défile. Alors, mais les pays qui ne respectent pas les règles écologiques, ça doit être on des taxes. Alors, ils n'ont pas de taxes parce qu'il n'y a pas de règles concernant le dépassement écologique. Il n'y a pas de règles concernant le mode de vie des individus. Personne ne vous interdit de consommer autant de viande que vous voulez, de créer autant de déchets que vous voulez. Il n'y a pas de taxes là-dessus. Donc non, non. Chacun est libre de ses décisions. Ok, on va pouvoir afficher la réponse parce que là, à l'unanimité, c'est que des bonnes réponses. Ouais, très bien. C'est la définition du développement durable qu'il faut connaître par cœur et qu'apparemment vous connaissez bien. Ouais. C'est la capacité des générations actuelles à satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Donc il y a bien une idée d'intergénérationnalité, c'est-à-dire qu'entre deux générations, il faut qu'on lègue à la génération future une Terre, une planète qui serait la même, hein, avec la même quantité, le même stock de ressources renouvelables et non renouvelables. Alors, on va passer du coup à la dernière question. Alors, distinguer l'approche de la soutenabilité faible et de la soutenabilité forte. Alors, est-ce que l'une préconise une croissance modérée dans le but de réduire la pollution et l'autre une croissance forte visant à satisfaire au mieux les besoins des individus? Ou est-ce que l'une conçoit le capital physique comme substituable, c'est-à-dire interchangeable, au capital naturel, et l'autre préconise au contraire de conserver le stock de capital naturel dans les mêmes proportions car les capitaux sont complémentaires? Ou est-ce que l'une prévoit un développement axé sur l'utilisation du facteur travail et l'autre plutôt un développement qui repose sur l'utilisation du facteur capital? Donc il y a deux écoles, la soutenabilité faible et forte. Encore faut-il les distinguer. Alors, Émilie sur Facebook nous dit la réponse B. Alors, on vous affiche aussi, vous avez un quiz demain de français à 18 h. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux pour ce quiz. Sur les mouvements littéraires, donc à 18 h. Alors, que des réponses B, qui me paraît pas mal comme réponse. Effectivement, c'est la bonne réponse. Les mots-clés à retenir, c'est bien substituable et complémentaire. Substituable, c'est-à-dire qu'on peut interchanger le capital naturel et le capital physique, hein, ça ne poserait pas de souci. Je vous ai mis en exemple, par exemple, les abeilles Google, c'est-à-dire des abeilles créées par Google, hein, ça y est, elles sont mises en place, en métal, qui remplaceraient les abeilles qu'on a aujourd'hui. Voilà, ce serait un exemple de soutenabilité faible. On remplace le capital naturel par du capital physique. Autre exemple, hein, on pourrait imaginer aussi, ce qui est déjà arrivé, qu'une espèce en voie de disparition soit réinsérée par le biais, je ne sais pas, du clonage ou de la reproduction de cet animal via des techniques scientifiques. Donc, soutenabilité faible. Soutenabilité forte, c'est un peu le contraire, c'est l'autre idée, où on considère que le stock de capital naturel et le stock de capital physique doivent rester les mêmes. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre, puisque les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc il faut bien garder le même stock entre les générations futures. On garde le même stock. Ok, parfait. Donc bravo à tous. N'hésitez pas à revisionner ce live en replay. Il est disponible autant de fois que vous voulez et quand vous voulez.
depuis YouTube ou depuis Facebook. On va vous rafficher la liste de nos réseaux sociaux juste là. Donc n'hésitez pas à nous suivre. En attendant, nous, un grand merci à toi Théo pour ton premier live. Bah, je vous en prie. J'espère que ça a été. Ouais, bien sûr. Très bien. Un grand merci à toute l'équipe technique qui s'est donné encore une fois beaucoup de mal pour ce live. Et on vous dit à bientôt sur notre chaîne DigiSchool. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne révision, bon courage.